BX1+, l'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invité, c'est donc John Pitzès, chef de groupe écolo au Parlement régional bruxellois. La tirette, John Pitzès, c'est ce qui va permettre d'avoir réellement un Parlement paritaire avec autant d'hommes que de femmes en région bruxelloise ? Alors, le Parlement de la région bruxelloise, il est déjà... presque paritaire. Je ne vais pas dire paritaire, mais presque paritaire, puisque suite aux élections, il y avait déjà une proportion de 43% de femmes élues, et puis après, le jeu des suppléances... On est à 48% aujourd'hui. 48%, ouais. C'est bien. C'est bien, mais je crois que la tirette, elle permet deux choses. Elle permet d'une part de suppléer aux bonnes volontés, de suppléer, je dirais, aux gestes ou à la volonté d'un certain nombre de partis d'instaurer une tirette en leur sein. Ce sera désormais obligatoire. On explique juste la tirette, c'est l'alternance, un homme, une femme, un homme, une femme sur une liste électorale. Hein. C'est ça. Donc, normalement, les listes sont déjà censées être paritaires. Normalement, il y a déjà une alternance pour les deux premières places. Mais donc là, ce que cette ordonnance permettrait, c'est une alternance homme-femme, homme-femme, homme-femme sur l'ensemble de la liste. C'est-à-dire que ce ne sera plus la bonne volonté des partis qui sera en jeu, ce sera une obligation pour tout le monde. Même si on n'est pas convaincu de l'égalité homme-femme, on devra faire une liste avec une tirette. C'est ça l'idée. Exactement. Ouais. Et il y a une exception pour la deuxième et troisième place. Pourquoi ? Oh, écoutez, il y a certains partenaires de la majorité qui... particulièrement des partenaires néerlandophones à la majorité qui forment des plus petites listes qui estimaient que c'est pas forcément facile pour eux de respecter cette tirette sur l'ensemble de la liste. Nous avons respecté cet argument et pour nous, c'était surtout important d'avancer. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si on a un homme en premier, on pourra avoir deux femmes en deuxième et troisième position ou inversement, si on a une femme en premier, on pourra mettre deux hommes en deuxième et troisième position. Alors, c'est ça l'exception ? Ça ouvre la porte à 4 possibilités. Homme-femme, homme-femme, femme-homme, femme-homme, homme-femme-femme, homme, ou femme-homme-homme-femme. Et dans tous les cas, il y aura 2 personnes de chaque sexe dans les 4 premières places. Ouais, donc c'est une concession au parti néerlandophone, c'est ça que vous avez dû faire pour ne pas appliquer une tirette à 100%? Oui, c'est une concession. Pour moi, c'est une concession avec laquelle je peux vivre. Et puis, c'est une concession qui ouvre la porte à peut-être des modifications ultérieures, des amendements ultérieurs. Et voilà, je trouve que c'est une excellente nouvelle et c'est une bonne première étape. Donc, c'est une ordonnance qui est déposée, elle n'est pas encore votée. Il faudra la voter dans les prochains mois ? Elle doit être encore délibérée et votée en commission, délibérée et votée en séance plénière. Et nous avons bien sûr bon espoir que ce soit le cas. Oui, c'est co-signé par l'ensemble de la majorité. Hein. Oui, tout à fait. Ça veut dire que les partis, y compris les partis néerlandophones un petit peu réticents, devraient l'accepter. Mais les partis néerlandophones ne sont pas réticents. Je crois qu'il y a certains partis néerlandophones qui sont vraiment extrêmement partants pour promouvoir davantage de parité sur les listes. Il y a même une réflexion, vous verrez dans les considérants, qui vise à réfléchir au fait qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne s'identifient pas tip-top ni au sexe masculin ni au sexe féminin. Je crois que c'est une réflexion intéressante aussi. Il y a des personnes qui sont intersexes, il y a des personnes qui sont transgenres. Eh bien, ces personnes-là, peut-être qu'il sera aussi utile d'avoir une réflexion à leur propos plus tard. Et voilà, je crois que c'est bien c'est bien que cette décision soit prise parce que c'est une étape qui est importante et c'est bien que la réflexion continue et que le débat continue et ce sera le cas dans les années qui viennent. Ouais, on est en train de vraiment progresser sur la cause de l'égalité homme-femme en région bruxelloise avec notamment cette commission qui a été mise en place, qui n'est plus un comité d'avis mais qui est une vieille commission parlementaire. Cette tirette, ça va dans le même sens. Oui, et ça va dans 2 sens en fait. Le premier sens... C'est l'impact d'écolo dans la majorité ou ça aurait pu se faire sans vous ? Mais moi, je veux croire que Écolo a une part déterminante. Bien entendu, je ne vous dirai pas le contraire, mais je crois qu'Écolo a une part déterminante, surtout parce que c'est un combat au long cours. En préparant, pour ne rien vous le cacher, cet entretien, j'avais découvert que déjà en 1992, les listes Écolo à Bruxelles, la direction d'Écolo de l'époque promouvait des listes paritaires et promouvait non seulement des listes paritaires, mais des pratiques qui rompent avec, je dirais, une approche un peu patriarcale de la politique. Machiste, on peut le dire. Oui, machiste, on peut le dire, que ce soit en termes d'organisation des rythmes familiaux, d'organisation des réunions, d'alternance, des prises de parole en réunion. Pour nous, c'est toute une série de petites choses qui doivent faire 2 choses. Fabrice Grosfilet. La première, c'est d'améliorer la représentation paritaire, donc la représentation de chaque sexe. C'est une question numérique.
c'est une question de droit. Et puis le deuxième enjeu, c'est d'améliorer la visibilité de chaque sexe. Parce qu'une chose est d'avoir autant d'hommes que de femmes dans les listes, une autre chose est de donner la possibilité, en l'occurrence davantage de femmes, d'avoir accès aux médias, d'avoir accès à l'agenda politique, d'avoir accès aux places qui sont visibles et qui permettent de mettre, de mettre à l'agenda et de jouer un vrai importants. rôle aussi dans la décision politique de chaque parti. Exactement. Ouais. Alors, autre dossier, là je suis pas sûr qu'Écolo soit aussi ravi de ce qui se passe dans la majorité bruxelloise, si vous permettez. La représentation de l'opposition dans les OIP, ce qu'on appelle les organismes d'intérêt public, la STIB, etc. Vous aviez promis que l'opposition aurait un jour droit de cité dans ces OIP. C'est pas encore le cas ? C'est pas encore le cas, mais ce sera bientôt le cas. Alors pourquoi ce n'est pas encore le cas ? Tout simplement parce qu'il y a un certain nombre d'OIP qui, si on veut garantir une présence de l'opposition, nécessite qu'on modifie leur statut, qu'on modifie leur règlement et qu'on modifie parfois les ordonnances. C'est pas juste une excuse ? Non, c'est pas juste qu'une excuse. Vous savez, pour l'instant, Écolo ne siège pas dans toute une série de conseils d'administration d'OIP. Ce n'est pas comme si nous étions servis et qu'après, seulement après, en tout bout de course, nous pensions à l'opposition. Pour nous, c'est vraiment important. Ouais, c'est quand même dans la déclaration de politique régionale, donc ça doit se faire. C'est dans la déclaration de politique régionale et j'ai la faiblesse de penser que, pour nous, c'était vraiment important. Je crois qu'il faut comprendre pourquoi c'est important que l'opposition soit présente dans les OIP. C'est une question de contrôle des gouvernements, c'est une question d'alternance politique et c'est une question de publicité, de transparence. Si j'ai bien compris, ce qui se joue, c'est une représentation en deux temps. Donc on va d'abord ouvrir un certain nombre de conseils d'administration où il ne faut pas changer les règlements. Et puis dans un second temps, on ouvrira d'autres conseils d'administration où c'est un petit peu plus compliqué, où il faut peut-être revoir un certain nombre de textes réglementaires. Si j'ai bien compris encore, on va admettre un représentant de l'opposition néerlandophone dans certaines grandes institutions, c'est la STIB, c'est le port de Bruxelles, CNEO, et les opposants francophones, ils auront le droit à Finance Bruxelles, c'est au SAMU social. J'ai bien compris ? C'est ça. Enfin, il y a d'autres. C'est pas regrettable que le mouvement réformateur ou le PTB, qui sont des partis d'opposition côté francophone, ne siègent pas à la STIB, par exemple ? Mais vous savez, on est dans une région bilingue. Et donc, dans une région bilingue, il est aussi important que les partis néerlandophones des partis néerlandophones d'opposition puissent avoir... Et on ne pouvait pas avoir 3 sièges, un pour les francophones, ou 2 pour les francophones et un pour les néerlandophones, c'est trop compliqué ? Ah, alors parfois, c'est un peu compliqué, pour ne rien vous cacher. Vous savez, vous parliez de 2 phases. Une phase d'abord sans modification réglementaire et statutaire, la deuxième qui passe par des modifications réglementaires et statutaires. La première, il s'agit bien de donner un siège à des représentants de l'opposition à la place de représentants de la majorité. À la place de représentants de la majorité, on n'ajoute pas un siège, on enlève. Donc il y a des sacrifices qui doivent être faits. Mais oui, et nous acceptons de les faire, il n'y a pas de problème. Mais pour répondre à la question qui se cache derrière votre question, pourquoi ne pas avoir une représentation strictement proportionnelle, par exemple ? Mais tout simplement parce que si on devait OIP par OIP assurer une représentation strictement proportionnelle, eh bien voilà ce qui se passerait, ce serait toujours le même parti qui serait représenté dans les OIP. Or, s'il est important que l'opposition soit représentée dans les OIP, il est aussi important que le plus grand nombre possible des partis d'opposition soient représentés. Mais ça, je crois que c'est important aussi. Donc ça veut dire quand même que le mouvement réformateur et le PTB ne siégeront pas dans le conseil d'administration de la STIB. Ça veut quand même dire ça, pratiquement. Ah là, pratiquement, oui, c'est ça dont il s'agira, mais on l'assume pour les raisons que je viens de vous expliquer. Oui. Alors on avait hier à ce micro Elke van den Brandt, ministre bruxelloise de la mobilité et des travaux publics. Vous êtes aussi enthousiaste qu'elle sur les chiffres de pratique du vélo. Ils sont vraiment en augmentation à Bruxelles ? Alors, si on en croit les tests qui ont été pratiqués donc c'est ProVélo qui a fait un baromètre. Oui, alors enthousiaste, en tout cas, je crois que ces chiffres sont probants parce que ce sont des chiffres qui proviennent de tests qui ont été pratiqués depuis une série d'années maintenant. Donc, par exemple, il semble que cette année, donc les chiffres d'augmentation de la pratique du vélo est augmenté de 9%, mais si on voit depuis 2012, en fait, il s'agit en moyenne plus d'une dizaine de pourcents par an. Donc, il s'agit quand même d'une tendance lourde, oui. Quand la ministre annonce que, dans ses grandes priorités, il y aura l'aménagement des grands carrefours. Elle a cité Sainte-Clette et Mézères. Vous êtes d'accord avec l'idée que c'est ça la priorité ? Mais je pense en tout cas, ce que montrent en tout cas les tests de ProVélo, en fait, il y a 2 choses. La première, c'est qu'il y a une tendance de fond. Les citoyens utilisent davantage le vélo. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est qu'on observe que là où
les infrastructures sont amicales pour la pratique des vélos, eh bien, la pratique du vélo augmente encore plus. Ouais. Et donc, si on observe cette corrélation, je crois que c'est important d'aménager les infrastructures pour favoriser cette pratique. Et là, l'accord de gouvernement, il est assez ambitieux ? Alors, moi, je crois qu'il est ambitieux et on vérifiera, on sera attentif, le groupe écolo à la région bruxelloise sera attentif à ce que cette ambition se vérifie lors de l'ajustement budgétaire du printemps prochain. C'est-à-dire qu'il faudra vraiment qu'il y ait les travaux à Sainte-Clette et à Mézières pour reprendre les deux exemples de la Mésite. Ça veut dire que ces travaux sont nécessaires. Ils procureront sans doute, je ne sais pas si le verbe est exact, ils causeront sans doute un certain nombre de désagréments ponctuels, mais je crois que c'est la bonne chose à faire malgré tout. Ouais. John Pitzey, chef de groupe écolo au Parlement régional bruxellois, est notre invité. On va le retrouver juste après le journal. BX1 +. L'invité de Fabrice Grosfilet. Mais tout de suite, on retrouve John Pitzey, donc chef de groupe écolo au Parlement bruxellois. John Pitzey qui est scarbécois aussi. Que la Porte du Lys s'installe à Scarbeck, c'est une bonne nouvelle pour Scarbeck ou ça peut chatouiller un petit peu les riverains et la bourgmestre faisant fonction, Cécile Jodogne? Je crois que c'est d'abord une bonne nouvelle pour les primo-arrivants et les transmigrants qui arrivent à Bruxelles. C'est une bonne nouvelle parce que c'est une occasion pour eux d'être hébergés, d'être accueillis et de bénéficier, on pense, de conditions sanitaires et de conditions d'accueil qui leur seront favorables. Pourquoi est-ce qu'il y a eu un communiqué un petit peu interrogatif de la bourgmestre alors ? Je crois que ce communiqué interrogatif de la bourgmestre, il correspond à des questions que beaucoup de citoyens se posent. Comment est-ce qu'on organise la venue de toutes ces personnes ? Comment est-ce qu'on assure la tranquillité des lieux ? Donc ce sera 350 personnes, peut-être 400, 450, disait Mehdi Kassou à ce studio, dans ce studio il y a quelques jours. Ce sont des questions légitimes et je crois qu'il y aura un effort de dialogue, d'information, de communication, de concertation qui sera effectué avec les chefins de la cohésion sociale, Vincent Van Alloen, mais aussi avec Mehdi Kassou, que vous venez de citer. Et je crois que c'est important d'avoir des réunions de quartier qui informent un peu les citoyens de ce qui va se passer. Vincent Van Alloen, il s'est distancé du communiqué de la bourgmestre. Ça veut dire qu'il y a un petit peu de tirage dans la majorité scarbécoise entre la liste du bourgmestre Bernard Clafailly défi et la liste écolo, Vincent Van Alloen. Bon, écoutez, ce ne sont pas les mêmes listes, ce ne sont pas les mêmes partis, donc en effet, ce ne sont pas forcément sur toute la ligne les mêmes perspectives sur ce que peut ou sur ce que doit être l'accueil des migrants, mais s'il y a des tiraillages, il n'y a certainement pas de déchirure. Je crois que la commune d'Escarbeck s'est déclarée elle-même comme une hospitalière et c'est l'ensemble, ça a été porté par la majorité et je suis sûr que la majorité continuera à porter cet idéal. Je crois que c'est bien, je crois que c'est juste et je crois que c'est légitime. Il ne faut pas être clairvoyant pour se rendre compte qu'on n'aura pas un accord dans les prochaines semaines. Ce sont des propos tenus ce matin par Else Amp, donc sénatrice Open VLD, qui évoquait les négociations au gouvernement fédéral. C'est foutu, les négociations fédérales, il faut préparer la colle et les prochaines élections ? J'espère que c'est pas foutu. Là, Jean-Marc Nollet est intervenu dans les médias à plusieurs reprises ces derniers jours pour dire justement qu'il y a d'autres manières de penser les choses que de devoir toujours hésiter entre soit l'autodérision à la belge et c'est de toute façon foutu. Il y a un certain nombre de partis qui, je crois, ont envie de faire des choses au niveau fédéral, qui pourraient avoir envie de faire des choses ensemble au niveau fédéral. Et ce qui est un peu frappant, en effet, c'est de constater qu'il y a toujours une hypothèse qui revient comme une sorte de scie, comme une sorte d'obsession, à savoir l'idée qu'il y aurait moyen de former un gouvernement fédéral qu'entre le PS et la NVA, alors que ces deux partis affirment de manière répétée qu'il sera extrêmement compliqué de faire alliance entre eux, alors qu'il y a d'autres partis entre lesquels existe sans doute davantage de convergence. Je crois. Mais pour ça, il faut convaincre les libéraux, notamment les libéraux flamands de l'Open VLD et les sociaux-chrétiens du CDNV de monter dans un gouvernement sans la NVA. Ils n'ont pas l'air d'être pressés de le faire. Hein, et c'est quand même eux qui décident de ce qu'ils veulent faire ou pas. Ça veut dire que le jeu est bloqué pour l'instant, John Pitzey. Je ne sais pas si le jeu est bloqué. De nouveau, dire que le jeu... Je rappelle que vous avez été politologue avant d'être un élu. Oui, mais justement, s'il y a bien, non seulement politologue, mais aussi un peu philosophe, il y a quelque chose dont je me méfie, c'est la force performative des énoncés. Donc, quand on dit que quelque chose est bloqué, et quand on l'assène de semaine en semaine et de jour en jour, et quand on dit crise de régime, crise institutionnelle, eh bien, c'est crise de régime, cette crise institutionnelle, et ce blocage, eh bien, il survient. Donc, il y a en effet des mots auxquels je suis
je suis réticent On de ne peut recourir. pas dire qu'il y a un blocage. Oh, je crois qu'on peut dire qu'il y a de grosses difficultés. Je crois qu'après plus d'1 an après la chute de ce gouvernement, je crois qu'on peut dire qu'on est dans une situation difficile. Mais avant qu'il y ait blocage, je veux qu'on puisse le constater. Mais justement... On ne l'a pas encore constaté. Mais c'est-à-dire que si on est en train de buter toujours sur, comme je vous l'ai dit, toujours la même formule de gouvernement, et là on est en train sans doute de constater un blocage, je serais heureux qu'on puisse envisager d'autres possibilités, quitte à un jour constater qu'il y a un autre type de blocage. Mais pour l'instant, ce blocage-là, non seulement il n'est pas constaté, mais je pense vraiment qu'il y a, sur le fond, moyen de trouver des convergences. Ouais. L'autre idée de Helsamp, qui est de dire il faudrait qu'on ait une circonscription fédérale, il faudrait qu'on désigne directement le Premier ministre avec un système de scrutin direct, c'est une bonne idée ou pas ? Alors pour ce qui concerne la désignation directe du Premier ministre, je crois qu'il y a une série d'objections pratiques et de fond qui rendent... Lesquelles ? Le premier, en fait, je crois que la première de ces objections, c'est que la désignation directe d'un Premier ministre ne serait fonctionnelle qu'avec une transformation importante du système de scrutin. En fait, c'est beaucoup plus facile d'adosser une majorité parlementaire à l'élection d'un Premier ministre si on adopte un scrutin majoritaire. Donc un système à la française. On élit un président, chez nous ce serait un Premier ministre, et il a une majorité parlementaire facile pour gouverner. Ce qui suscite par cascade une autre série de difficultés, par exemple liées à la représentation. Donc ça, vous n'y croyez pas ? Je n'y crois pas trop. Par contre, pour ce qui concerne la circonscription fédérale, c'est un point qui fait partie du programme d'Écolo depuis longtemps, dans lequel je crois. Et dans lequel je crois pas parce que je serais un Belgicain nostalgique, mais parce que je crois que l'instauration d'une circonscription fédérale facilite les conditions de délibération entre le Nord et le Sud. En d'autres termes, que vous soyez unitariste, fédéraliste, régionaliste, séparatiste ou autonomiste, pour que vous puissiez faire valoir vos points de programme, il faut en tout cas trouver les conditions d'un accord. Et il est plus facile de trouver les conditions d'un accord si, même de manière conflictuelle, il y a des ponts entre le Nord et le Sud. C'est-à-dire que si on a un espace politique commun, ça obligerait d'avoir un dialogue à l'intérieur de cet espace. C'est ça que vous voulez dire. C'est ça, fut-il conflictuel. Merci John Pitzey d'avoir été l'invité de BX1 ce midi.